tous, bienvenue sur IBEX Engage 2020. En ce 26 mai, nous sommes très heureux d'accueillir Sébastien Morel de Novactive qui va nous présenter aujourd'hui pour ce Tech Track comment migrer vers Easy Platform 2 et 3 et nous donner ses trucs et astuces techniques pour réussir et optimiser sa migration. Donc, Sébastien Morel est le CTO de Novactive par Nextedia et va nous présenter tout ça. Bonjour à tous. Merci Molly de cette introduction. Je suis vraiment content d'être ici pour Easy Engage 2020, alors, dans un format un peu étrange, hein, mais voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de migration vers Easy Platform. D'abord, quelques mots sur moi-même. Donc, en effet, je suis le directeur technique de Novactive. Je suis arrivé à Novactive il y a 17 ans, en 2003. Et notre premier projet Easy Publish, c'était en 2005. Hein. Depuis, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Je suis maintenant en Californie depuis 2014. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, etc. et GitHub avec le login Plopix. Alors, Novactive, donc la compagnie, est une web agency qui a plus de 20 ans, spécialisée dans les technologies open source. On utilise principalement PHP, hein, 60% de nos projets utilisent PHP et plus de 80% utilisent Symfony. Donc, c'est notre plateforme de prédilection. Notre typologie de clients, c'est vraiment large. Hein. Il y a de tout type de clients, des petites startups, des grosses entreprises, des banques, des sites de presse. Le point commun qu'ils ont, c'est souvent ils restent avec nous, ils sont assez fidèles, si j'ose dire. Et ce qui nous a permis de justement pouvoir faire beaucoup de migrations avec ces clients. Et donc, on va faire retour d'expérience, tip and tricks sur ces fameuses migrations. En 2016, grand tournant de Novactive, qui était juste à présent indépendante, et Novactive a rejoint Nextedia donc en 2016. Nextedia, en fait, c'est une entreprise spécialisée dans le conseil et les services dédiés au métier de la transformation digitale dans les domaines de la relation client et le digital marketing. Voilà, nous sommes donc plus de 200 experts au global, hein, à Nextedia. Et ce qui permet d'accompagner nos clients de bout en bout, depuis le conseil jusqu'à la mise en œuvre et l'implémentation. Donc, on est répartis sur 6 sites complets, 2 sites sur Paris, à Toulon, Nantes, Bordeaux et donc San Francisco. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Easy Platform, comment migrer et comment réussir sa migration. Alors, un petit peu d'histoire avant ça, parce que je trouvais ça intéressant de revoir l'ancien back-office. Donc, ça, c'était Easy Publish 3.8. Ça fait quelques années. Hein. Et donc, voilà, maintenant, Easy Platform 3.0, ça ressemble à ça. Donc, ce n'est pas arrivé en une version, hein, évidemment. Donc, faisons un peu d'histoire. Le produit n'était pas une DXP du début. Ça a commencé même avant, en Easy Publish 1, je ne sais même plus quelle date c'était, mais ça a commencé par un CMS, ensuite il y a eu la version Enterprise, puis il y a eu l'intégration de Symfony, ce fameux dual kernel qui est arrivé justement pour accompagner la migration de Easy Publish vers Easy Platform, Easy Platform Cloud. Et là, vraiment, avec Easy Platform 3, on arrive vraiment à la DXP, la Digital Experience Platform. Alors, on ne sait pas. Moi, j'aime bien faire des paris. Peut-être que la prochaine version, ce sera IBEXA 1.0 ou alors Easy Platform 4. Nous verrons bien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sera une vraie DXP. Et justement, pourquoi migrer? L'intérêt de migrer, c'est de pouvoir atteindre cette DXP, c'est d'avoir l'opportunité, grâce à cette migration, de vous affranchir un peu des problèmes techniques, hein, d'abord, mais aussi de surtout récupérer toutes les fonctionnalités fournies par le logiciel, par Easy Platform, IBEXA. Alors, bien sûr, ça veut dire plus d'interconnexion avec d'autres systèmes. On va le voir. Enfin, vous l'avez sûrement vu dans d'autres talks, mais Easy Platform 3 et au-delà vont avoir des connexions tout simplifiées avec des systèmes e-commerce, des ERP, etc. Donc, vraiment, pourquoi migrer? Voilà, c'est d'atteindre plus d'interopérabilité, d'être
un meilleur time to market puisque vous allez avoir plus de value out of the box. Et bien entendu, sécurité, support et les dernières technologies. Et justement, on est dans le track technique. Du coup, ce qui nous intéresse aussi, nous, en tant que tech, hein, on va dire, que développeurs, software ingénieurs, architectes, etc., il y a aussi un côté intéressant à migrer, c'est qu'on va pouvoir utiliser les dernières technologies du moment pour aussi améliorer donc du coup la développeur experience et tout simplement, encore une fois, le time to market, puisque si on va plus vite à développer les choses et à implémenter les choses, eh bien, nos clients seront plus contents et vos entreprises seront aussi plus rapides à fournir les fonctionnalités qu'elles doivent fournir sur le marché. Donc, comment migrer? Alors, il y a plusieurs scénarios, hein, on va voir les principaux. On peut migrer de Easy Publish 5, hein, aussi appelé Easy Publish Platform, vers Easy Platform 2 ou 3. On va voir que la différence entre 2 et 3, c'est presque rien. Migration de Easy Platform 1 vers 2/3. Encore une fois, celle-ci, vous allez voir, elle n'est pas arrivée beaucoup, je pense, en tout cas dans notre expérience. Et la migration, on va voir, temporaire, on va dire, de Easy Publish vers Easy Platform 2/2 avec le Legacy Bridge. Petite erreur sur le slide, ce n'est pas possible d'avoir Easy Platform 3 avec Legacy Bridge. Donc, d'abord, un petit rappel quand même, parce qu'on va passer assez vite là-dessus. C'est juste une étape pour les migrations. Il faut savoir que c'est possible. C'est passer par le Legacy Bridge pour simplifier votre étape de migration. Avoir une étape temporaire, mais absolument pas une destination. Qu'est-ce que c'est le Legacy Bridge? Pour comprendre, il faut revenir sur les différentes interfaces d'admin de Easy Publish et la Easy Platform. Au tout début, on avait Easy Publish avec ce qu'on appelait le Legacy UI. C'est le fameux screenshot que je vous ai montré au tout début, qui a évolué dans son temps jusqu'à la version 5. Et ensuite, il y a eu Easy Platform 1. Rappelez-vous, c'était une single page application avec l'admin qui s'appelait Platform UI. Et pour plein de raisons différentes, quand on est passé à Easy Platform 2 et les autres qui vont suivre, l'admin a été repassé en full Symfony pour des raisons de performance et autres, pour simplifier. Hein, c'était plus facile pour la communauté de faire des choses en full Symfony que de le faire en JavaScript. Du coup, on est passé à Admin UI. Donc, en fait, le Legacy Bridge, c'est simplement un pont qui permet d'injecter la version Easy Publish dans Easy Platform. Tout ça dans quel but? De fournir l'ancienne interface d'admin, le Legacy UI, pour justement accompagner le changement de vos clients. Il faut savoir que ça, c'était vrai dans les années précédentes. Maintenant, fournir ce genre de choses à vos clients ou à vous-même, à vos utilisateurs, à votre équipe marketing, c'est comme si vous fournissiez quelque chose de déprécié. Hein. C'est plus compatible avec la 3. Et maintenant, on est arrivé à la parité entre vous pouvez faire autant de choses sur la plateforme, sur Admin UI, que vous pouviez le faire, si ce n'est plus que sur Legacy UI. Donc, il est vraiment temps de migrer. Donc, quel scénario choisir? Quand est-ce que vous avez besoin du Legacy Bridge? Encore une fois, c'est vraiment une étape temporaire dans les cas où vos clients ne veulent pas changer d'admin, ça peut arriver, ou alors que vos développements ne sont pas prêts à passer sur du full Symfony. Et donc, on va voir ça ensemble, comment optimiser ces chemins. Donc, encore une fois, c'est une étape temporaire. La version 3 n'est pas dépréciée. Hein, j'appuie là-dessus. Mais ce n'est pas viable dans le temps d'aller vers Legacy Bridge. Il faut vraiment voir ça comme une étape transitoire. Donc aujourd'hui, nous, quand on fait des migrations avec nos clients, 95% de nos recommandations, c'est évidemment de passer sur Easy Platform 2.5 LTS. Il se trouve qu'à partir du moment où la Easy Platform 3.1 va être released, eh bien, nous allons recommander de passer là-dessus, puisque elle est robuste et stable, hein, ça fonctionne. Le point un peu négatif de Easy Platform 2.x, c'était que c'était toujours basé sur Symfony 3.4. Voilà, on avait une voire deux versions de retard en Symfony, mais au moins c'était du LTS. Maintenant, avec Easy Platform 3, on est en Symfony 5 et c'est assez génial. La seule chose qu'il faut que vous sachiez, c'est si vous décidez de passer sur une version non LTS, donc vous êtes sur ce qu'on appelle les fast tracks de Easy Platform. Donc, ça vous impose de migrer tous les quelques mois, c'est tous les 3 mois, sur la nouvelle version, puisque vous perdez le support à la release d'une nouvelle fast track. Donc, soit vous attendez le LTS, soit vous passez en 3. Moi, je recommanderais de passer en 3, puisqu'on va voir que les migrations
entre les 2 et 3 et les migrations mineures sont assez simples. Donc, la méthodologie de migration, donc celle qu'on va vous présenter, eh bien, elle ne vient pas de nulle part. Hein. C'est un retour d'expérience sur des clients. Donc, voilà un exemple, entre autres, des clients qu'on a fait, les plus grosses références, on va dire. Donc, voilà, plein d'exemples différents, depuis Easy Platform depuis Easy Publish vers plateforme, de la 1.x vers la 2.x, avec du Easy Platform Cloud et du Legacy Bridge. Donc, voilà notre méthodologie. D'abord, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un audit. On identifie les problèmes, on regarde. Hein, souvent, on parle de projets qui ont 3, 4, 5 ans. Donc, c'est le moment de faire un point sur ce qui existe et de regarder si ça marche bien, définir les chemins critiques et réestimer un petit peu la charge de travail de migration. Parce que en regardant, on sait un petit peu les composants qui vont être obsolètes, qui vont nécessiter du travail. Donc, ça, c'est l'étape 1, faire un audit. Ensuite, avant d'entreprendre des migrations vers des nouveaux services, dans des nouvelles versions, eh bien, on conseille toujours de mettre à jour le code le plus loin possible. Si vous êtes en PHP 5.6, faites tout ce que vous pouvez pour faire en sorte que la migration vers la 7 soit simple. Et ça marche avec Symfony, ça marche avec Twig. En fait, il suffit de supprimer toutes les deprecations que vous pouvez trouver pour justement simplifier l'étape d'après. Donc là, c'est l'étape de mise à jour, la préparation à la migration. C'est aussi à ce moment-là, si vous avez encore le legacy ou si vous êtes à l'étape transitoire du legacy bridge, de convertir les modules d'admin pour les développer en full Symfony. On va voir comment on fait plus tard. Et c'est aussi le très bon moment pour ajouter des tests et justement s'assurer que après la migration, vos tests marcheront toujours. Ça, c'est très important. Ensuite, on identifie les risques. Hein. Est-ce qu'il y a beaucoup de contenu? Donc, la migration de la base peut être plus longue. Est-ce qu'il y a beaucoup d'attributs personnalisés? Est-ce qu'ils vont nécessiter plus de développement? Combien de site access? Combien de langages? Est-ce qu'il y a Solaire? Est-ce qu'il y a des workflows? Ça, c'est important. Est-ce que vous utilisez les single slots? Par exemple, on verra plus tard que c'est déprécié. Donc, voilà, identification des chemins critiques pour, encore une fois, pouvoir les vérifier après la migration. L'architecture, étape importante. Hein. On parle souvent de migrer l'application, mais l'application, elle tourne quelque part. En Easy Publish, elle tournait sur une architecture qui était ainsi. Et la plupart des composants que vous voyez ici sont obsolètes. Hein. Il ne reste pas grand-chose qui n'est pas obsolète. J'aurais dû même mettre PHP 5.6 en rouge ici. Donc, il faut migrer. Hein. Il est temps. La sécurité pour une entreprise, c'est très important. Hein. Vous pouvez vous faire déphaser votre site. Il peut y avoir des conséquences assez importantes. Donc, il faut migrer à ces technologies-là. Et donc, grâce à Easy Platform et Legacy Bridge, vous pouvez au moins le faire juste ça, migrer techniquement vers des composants récents, supportés et avec moins, on va dire, sans faille de sécurité. Mais l'architecture cible, encore une fois, c'est sans Legacy Bridge. Et donc, ce serait ça en Easy Platform 2.x. On voit, on a le kernel 2.5, Symfony 3, Twig 2 et PHP 7, Redis. Vous pouvez toujours utiliser Memcache, mais vous pouvez avoir Redis, Varnish 5. Donc là, on est sur une stack beaucoup plus simple. Hein, si je compare avec celle d'avant, beaucoup de composants, des technologies qui ne sont pas les mêmes entre l'admin et le front. Là, c'est assez simple. C'est la même stack. On le voit, hein, le schéma est plus simple, tout est plus simple. Et en version 3, c'est encore mieux puisque voilà, on a PHP 7.4, Varnish 6 et Symfony 5. Voilà, donc souvent, nous, c'est une autre équipe qui s'occupe du hosting, de la migration du hosting. Et en parallèle, donc, on migre le code. Une fois qu'on est prêt à faire la migration, quand on a fait vraiment, migrer. Il y a toujours 3 étapes. On va y revenir plein de fois à ces 3 étapes-là. Les sous-étapes de migrer le code, c'est toujours migrer PHP, migrer Symfony et migrer Easy. Tout ça, ça veut dire qu'on migre les développements. Et les développements spécifiques. Quand vous migrez PHP, vous migrez les développements spécifiques. Pour chacune de ces étapes, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de la doc. Migrer PHP, il y a de la doc en ligne sur php.net. Sur Symfony, il y a tout le guide d'upgrade d'une version à une autre. Et pareil pour la migration de Easy Platform / Easy Publish. Et pour vos développements spécifiques, c'est le développement que vous connaissez, donc vous êtes censé être capable de migrer. Souvent, quand on arrive là, on oublie. On oublie qu'il y a une étape un peu cachée. Aujourd'hui, on utilise de l'open source. Hein, donc, on s'appuie sur des librairies externes. C'est hyper simple de les installer grâce à Composer. C'est un avantage, mais ça peut devenir un inconvénient si on ne les met pas à jour. Si vous avez un projet qui a 5 ans et qui se base sur des librairies qui sont abandonnées ou tout simplement
simplement plus mis à jour, vous allez avoir un problème à ce moment-là. Et donc, c'est vraiment une étape qu'il ne faut pas oublier. Il faut vraiment regarder ça au début durant l'audit. Est-ce que vous utilisez des librairies qui ne sont plus à jour? Alors, il y a un exemple très simple, c'est Stash avec Symfony. Il n'y a plus besoin de Stash et maintenant, on utilise Symfony Cache avec Easy Platform. Donc, s'il y a des développements qui se sont basés sur Stash, il va falloir les refaire. Si on a eu un projet avec MongoDB, par exemple, la version de MongoDB entre PHP 5 et PHP 7, ce n'est pas du tout la même, ce n'est pas du tout la même extension. Donc, les librairies devaient être à jour entre elles. Il faut vraiment faire attention à ça. C'est une étape qui peut vraiment prendre du temps, donc il faut l'anticiper. Ensuite, la dernière étape, ça va vous surprendre, puisqu'elle est en dernier. C'est la dernière étape, c'est la migration des contenus. Alors, je trouve que de mon point de vue, de notre expérience, c'est ce qu'il y a de plus simple en fait. Je ne dirais pas que c'est ce qu'il y a de plus vite, mais c'est ce qu'il y a de plus simple puisque le chemin de migration est fourni par Ibexa. Les scripts SQL et PHP sont là, ils sont documentés. Donc, vous êtes capable de migrer d'une version à une autre en suivant la documentation. Alors, bien sûr, tout n'est pas pris en compte. Par exemple, EasyFlow, hein, c'est tellement vieux qu'il n'y a pas de moyen de vraiment automatiquement vers quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui existe pour migrer vers Page Builder, qui est la version Enterprise. Et pareil pour les formes. Si vous passez de la version 1 à la version 2, les formes ne sont pas du tout les mêmes. Donc, il faut utiliser un module communautaire pour convertir les formes de la 1.x vers la 2.x. Voilà un petit peu la manière de migrer, les méthodologies qu'on applique tout le temps, encore et encore. Outre cette méthodologie, bien, à chaque fois, pour chaque étape de cette méthodologie, on a des trucs et astuces. Donc là, un peu, on va rentrer plus dans la technique. Là, c'était un peu plus de la logique, on va dire. Comment on fait, nous, pour s'assurer que la migration va être un succès? D'abord, tout le temps, on installe une CI. Ça, c'est vraiment important. Soit GitHub Action, soit Travis, soit CircleCI, soit GitLab. Je ne connais pas bien GitLab, mais les pipelines de Bitbucket ou alors GitLab, je crois que c'est pipeline aussi, quelque chose comme ça. Il vous faut un système où vous allez pouvoir automatiser les choses. Et donc, des tests. Quand je parle de tests ici, on n'est pas obligé d'avoir un 100% de code coverage avec toute l'application testée. Moi, je parle de capacité de tester que, par exemple, on peut se loguer à l'interface d'admin, que la homepage charge, que la sous-rubrique 1, qui est importante pour le client, fonctionne, que vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Des petites fonctionnalités qui peuvent être testables avec n'importe quel outil. Vous n'êtes pas obligé de faire du PHP Unit, pas obligé de faire du BIAT. Ça peut être très simple, juste un curl pour être sûr que ça fonctionne. Et donc, du coup, vraiment, ça, c'est la base. Il faut pouvoir automatiser et réitérer. Donc, du coup, l'étape d'après, c'est que vous puissiez tester l'installation de votre projet. Et donc, nous, on utilise tout le temps Easy Launchpad qui va permettre d'automatiser l'installation pour les développeurs en local. Hein, quand vous avez un nouveau développeur qui arrive, vous pouvez lui faire installer le projet en claquant des doigts. Avec toutes les possibilités d'Easy Launchpad, c'est-à-dire de pouvoir tester en mode prod, etc. Et vous allez surtout pouvoir automatiser l'install, ce qui vous permet d'être sûr que votre processus d'installation du projet, aussi complexe qu'il soit, fonctionne tout le temps. Ça, c'est quand même important. Donc, je rappelle, Easy Launchpad, wrapper de Docker qui vous permet d'installer un projet from scratch ou de le partager avec vos collègues en faisant Easy Create. Qu'est-ce que c'est? C'est juste un wrapper au-dessus de Docker qui simplifie les commandes Docker pour vous dans le contexte d'Easy Platform. À la fin, si vous connaissez Docker, vous avez des choses comme ça où vous avez la capacité de pouvoir aller dans les différents containers, lancer des commandes plus rapidement entre les différents containers, etc. Donc, on a un système d'automatisation, un système d'install qui permet de répliquer l'install assez rapidement au-dessus de Docker. Maintenant, il y a la migration. Comment est-ce qu'on oblige la migration d'Easy? C'est-à-dire, voilà, on est dans une version A et on veut aller vers la version B. Eh bien, c'est un peu délicat, mais on ne suit absolument pas la doc. En tout cas, le premier point de la doc sur Easy Platform, sur la doc.easyplatform.com. C'est la seule chose qu'on ne suit pas. D'accord? C'est la seule fois où je vais vous dire de ne pas suivre la doc, puisque nous, on a un principe qui est beaucoup plus simple. Plutôt que de faire des complexités avec Git, de récupérer les sources via Git, de jouer avec l'upstream, etc. Nous, on a un moyen beaucoup plus simple. On installe la version destination qu'on veut quelque part, /temp, n'importe où. On récupère les fichiers et ensuite on fait un rsync
en excluant les répertoires qui vont bien. Et on regarde ce qui a changé. Donc, on fait un rsync de la version destination vers notre version. Donc, évidemment, ce rsync va supprimer toute la config de votre projet. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette config-là, vous allez voir qu'elle a été supprimée grâce à un git diff. Et comme ce qui a été supprimé, c'est ce que vous avez ajouté, eh bien, c'est beaucoup plus simple de se dire, bah oui, ça, j'en avais besoin, je peux le remettre dans ma config. Donc, c'est un mécanisme qui est, de notre point de vue, beaucoup plus simple. Il y a du détail dans cette pull request qui a été faite il y a pas mal de temps. Donc, voilà, cette technique permet simplement d'avoir une installation vraiment nickel parce que vous partez d'une feuille vierge, d'une nouvelle installation, et vous incorporez votre conf personnalisé par au-dessus grâce à Gitdiff. La migration des contenus, alors pour le coup, et encore une fois, c'était la seule chose qu'il ne fallait pas suivre sur la doc, en tout cas notre recommandation. Après, tout le reste de la doc est vraiment très clair. Donc, pour la migration des contenus, il faut suivre toutes les étapes. Il y en a beaucoup. Faites-le et scriptez toute la procédure. Il faut vraiment tout scripter. Comme ça, encore une fois, vous pouvez l'automatiser, réitérer, lancer tout le temps, plusieurs fois par semaine, voire par jour, sur votre poste en local ou sur votre CI, pour être sûr que la migration de la base de EasyPublish vers la base EasyPlatform fonctionne correctement. Alors, évidemment, si elle est énorme, votre base, vous allez devoir trouver des petites techniques, mais en tout cas, c'est ce qu'il faut faire, automatiser et réitérer. C'est aussi le moment de nettoyer le code. Comme vous avez des tests et comme vous passez sur des nouvelles versions, vous allez avoir des nouvelles choses disponibles. Donc, par exemple, les return types. Vous allez avoir le strong typing. Donc, vous avez un moyen de renforcer votre code, d'être sûr que votre code ne va pas passer alors qu'il ne devrait pas passer. Et c'est aussi le moment, justement, pour vous aider à faire ça, d'utiliser des outils, de mettre des coding standards comme on a PHP Stan, PHP Detector, etc. Vous supprimez tout le code mort et c'est vraiment le moment de cleaner. Voilà, nous, un exemple d'analyse statique. Donc, on met PHP Code Fixer, PHP Coding Standard. Enfin, voilà, on a plein d'outils. Il y a des outils fournis par Symfony aussi pour linter les twigs, les YAML, etc. Et on fait aussi ça pour le JavaScript. Comme ça, on a un projet clean. Et en tout cas, chaque développeur, avant de pouvoir committer, il lance les vérifications, ce qui permet d'être sûr qu'on est dans les clous et qu'on ne casse rien. Encore une fois, ça, c'est enforcé du côté de la CI. Ensuite, quelque chose d'autre, c'est on évite de faire des shells personnalisés. À partir du moment où vous faites un script bash qui va vous automatiser des choses, vous allez vouloir en faire un deuxième, un troisième, etc. Et à un moment donné, ça va devenir un peu compliqué de tous les gérer. Vous allez vouloir réutiliser des bouts de code entre les scripts shell. Ce n'est pas forcément simple. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les composer scripts et on a deux grands systèmes. On s'appuie un peu sur ce qui se passe sur plateforme SH. On a un build et un deploy. Dans le build, on installe tout ce qu'il faut installer, les vendeurs, PHP, JS, on compile les assets, etc. On se met en condition. La condition, c'est qu'il n'y a pas d'accès au network dans cette step. Et le deploy, c'est là où vous avez accès à votre base de données. Vous pouvez vider les caches, vous avez accès à Redis, etc. Et on fait tout à travers Composer. Donc, on n'a pas de script shell. Et voilà un exemple. Ici, dans Composer, vous avez donc des scripts et vous pouvez mettre autant de scripts que vous voulez. Et dans ces scripts, c'est un sous-ensemble de tâches. Et en faisant ça, on s'affranchit complètement des scripts shell de notre côté. Encore une fois, pour automatiser aussi, on utilise Makefile. Alors ça, c'est plus pour les développeurs, puisqu'il y a quand même beaucoup de tâches. La tâche d'installation, il y a la tâche de deploy, et il y a beaucoup de tâches qu'on automatise. Par exemple, quand on veut réinitialiser la base de données en local pour travailler, encore une fois, pour réitérer, on fournit un Makefile et on fournit des targets, comme ça qu'on appelle avec Makefile, pour justement lancer les tests, lancer les coding standards, installer le projet. Voilà, c'est simplement un moyen d'aller encore plus vite dans l'automatisation locale pour nos collègues. Un autre point hyper intéressant et hyper important, c'est que grâce à Symfony, depuis Symfony 3.4, et donc encore plus pour les autres et les nouvelles versions, vous pouvez complètement découpler l'application, la configuration de l'application et l'application. Donc, en fait, on évite et on n'a plus du tout de fichiers de configuration par environnement. Vous avez les fameux site.ini.prod.php, site.ini.preprod, ou alors plateforme.yaml.dist ou plateforme.yaml.
prod.something. C'est plus la peine. Grâce à Symfony, on a des variables d'environnement et on peut simplement configurer l'application pour dire « Ok, le password de la base de données, tu vas me le chercher dans cette variable d'environnement. » Grâce à ça, votre application elle est complètement indépendante de la configuration. Et évidemment, vous gagnez en sécurité, en simplicité. Vous n'avez pas besoin de redéployer de config, etc. etc. Donc, c'est vraiment très utile. Voilà. Toujours dans la même étape de simplification, de configuration et de tout, vous pouvez et vous devriez utiliser l'auto-wiring. L'auto-wiring, c'est ce qui vous permet d'injecter les services dans votre code, de configurer les services Symfony. Grâce à l'auto-wiring, vous n'avez plus besoin de déclarer complètement tous les services. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus clair. Et donc, c'est un conseil vraiment. Moins de code, moins de… Un exemple d'auto-wiring, c'est ça. Par exemple, vous dites que voilà, tout ce qu'il y a dans le répertoire contrôleur, ce sont des contrôleurs. Vous n'avez pas besoin de les déclarer un par un et ils deviennent tous des contrôleurs as a service. Voilà, il faut aller voir la doc de Symfony sur l'auto-wiring, mais voilà, utiliser l'auto-wiring, c'est très important. Si vous migrez depuis le legacy et que vous avez besoin d'une étape temporaire avec le bridge, vous allez vous poser des questions sur justement la configuration. On a Easy Publish qui utilisait les fichiers ini. Maintenant, c'est Symfony qui utilise les fichiers YAML. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez supprimer tous les fichiers ini. Vous n'avez plus besoin de fichiers ini puisque vous avez un listener qui vous permet d'injecter des configurations ini depuis votre Symfony. Donc, vous pouvez avoir une application complètement découplée grâce aux variables d'environnement et injecter ces valeurs de variables de l'environnement dans des configurations ini grâce à ce code-là que je vous présente. Ça, c'est hyper utile. Migrer les modules Symfony, c'est pareil. Avant, vous faisiez ça, vous utilisiez le système de template legacy. Maintenant, il suffit d'utiliser le kernel Symfony. Beaucoup plus simple. Vous récupérez le service container, vous récupérez la request et le contrôleur, vous passez la request à l'action et boum, vous récupérez une réponse et vous récupérez le contenu de la réponse que vous pouvez mettre dans le module legacy. Du coup, vous avez votre module d'admin qui est développé en Symfony et vous pourrez donc beaucoup plus simplement migrer vers la nouvelle admin plateforme admin UI. Des tips quand vous allez passer vers la 2.x. Je l'ai dit tout à l'heure, les 3 choses qu'on migre le plus souvent, c'est la version PHP, la version de Symfony et Easy. Du coup, attention, en PHP 7.3, Mcrypt n'est plus supporté. Si vous l'avez, il va falloir que vous remplaciez par OpenSSL. Ce n'est pas grand-chose, il faut regarder sur Internet, mais voilà, selon les algorithmes de hachage et de cryptage que vous avez utilisés, ça peut être un peu compliqué. C'est une bonne raison de faire des tests. Vous allez avoir à disponibilité donc, les strong typing hinting et les return type. C'est le moment d'utiliser. La migration de Symfony 2.8 vers 3.4. Ici, c'est pareil. Le guide existe, il suffit de le suivre. Prenez en considération que migrer les formes, c'est toujours un peu time consuming. Il y a beaucoup de choses à faire dans la migration des formes. Voilà, faites attention à ça. Il va falloir migrer Stash vers Symfony Cache. Encore une fois, ça devrait être facile, mais il faut le faire. Faites de l'auto-wiring et utilisez les contrôleurs injection. Je vais vous montrer un exemple de pourquoi c'est top. Ça, c'est un exemple, par exemple, pour quand on passe le translation helper à un contrôleur action. C'est tout ce code-là à faire si vous n'utilisez pas l'auto-wiring. Quand vous utilisez l'auto-wiring, terminé. Vous pouvez bypasser le constructeur, vous pouvez injecter votre service directement. C'est beaucoup plus simple, il y a beaucoup moins de code. Voilà. Encore une fois, si vous pouvez le faire, c'est toujours mieux. Vraiment, ça simplifie les code reviews, ça simplifie, ça clean le code. Donc, quelque chose d'autre qui est intéressant et vous n'avez pas forcément l'habitude, si vous avez fait des migrations en Easy Publish avant, c'est que souvent, quand on migre, on a la base de données, mais on a aussi toutes les images. Et selon la taille de votre projet, les images peuvent être énormes, il peut y avoir beaucoup de fichiers. Ça, vous pouvez complètement vous en affranchir en utilisant ce qu'on appelle Image Placeholder. En configurant ça dans votre Easy Platform.yaml, vous pouvez tout simplement vous affranchir des images. Donc, vous pouvez faire toutes les étapes de votre migration. Les images n'ont pas besoin d'être sur le disque.
ce qui est très utile. Hein. Et, et, euh, et donc, Easy Platform va créer des images, des fausses images pour vous au moment où il en a besoin. Donc, ça, très utile. Si vous pouvez utiliser Easy Platform Cloud, en plus de vous fournir une architecture optimisée, préconfigurée et simple à mettre en œuvre, vous allez avoir tout le reste, c'est-à-dire le support de la part d'Abexa plus plateforme message. Et puis, vous êtes prêt pour hoster votre projet si vous n'avez pas de plateforme de hosting. C'est vraiment beaucoup plus simple. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais nous, on le recommande tout le temps. Et petit focus pour finir sur la version 3. Honnêtement, on n'a pas fait de migration encore professionnelle vers la version 3, mais voici ce que j'ai un peu détecté et les points d'attention qu'on va avoir en migrant vers la version 3. D'abord, encore une fois, 3 étapes, PHP, Symfony, Easy. Qu'est-ce qui se passe en PHP? On a des petites fonctions supplémentaires qui sont intéressantes, qui peuvent encore une fois simplifier le code, notamment les propriétés typées. Ça, c'est vachement intéressant. Après, il y en a 2 autres. C'est cool hein, d'avoir les error functions, mais voilà, les propriétés typées vont être intéressantes. Attention au retour d'expérience. Si vous utilisez Doctrine pour des développements custom, moi, je ne typerai pas les entités Doctrine tout de suite. J'attendrai que Doctrine ait un peu plus d'expérience là-dessus. Voilà pour ça, mais pour tout le reste, hein, pour les services, etc., c'est vachement intéressant. Et le preload, en PHP 7.4, vous allez pouvoir activer, et notamment avec Symfony 5, activer la fonctionnalité de preload de PHP, ce qui va optimiser les performances. La différence, c'est que PHP ne va pas recalculer tout le système de load à chaque request comme il le fait actuellement. Il va pouvoir préserver ça en mémoire et donc vous allez avoir des performances beaucoup plus intéressantes. Donc, le preload pourrait être activé dans votre cas. Donc, migration de Symfony 3, 4 vers 5, hein, quand on passe de la 2 à la 3, ben, c'est ce qui se passe. Donc, 2 étapes de migration, vous pouvez en faire en une fois. Et encore une fois, voilà. Les forms, ne sous-estimez pas les forms. Il y a une nouvelle architecture de répertoire, ce qui renvoie vers notre principe d'installation qui est beaucoup plus simple si vous utilisez rsync, parce qu'en utilisant Git, ça va être compliqué. Attention, les variables d'environnement qui commençaient par Symfony n'existent plus. J'ai eu le problème et j'ai cherché parce que mon virtualhost était mauvais, parce que j'avais migré toute l'application et je n'avais pas changé de virtualhost. En effet, c'est app underscore au lieu de Symfony underscore. Alors, faites gaffe à ça. Les fichiers de configuration sont splittés et vous allez voir comment. Et vous avez un nouveau truc aussi, vous avez les secrets de Symfony qui sont intéressants si vous voulez utiliser, protéger certaines variables de configuration. Et bien sûr, grâce à Symfony 5 et aux dernières versions de Symfony, ben, vous allez avoir tous les composants, les nouveaux composants, notamment le Symfony Messenger, le mailer, le notifier, le composant string. Plein de choses intéressantes qui vont vous permettre de faire beaucoup de choses dans l'avenir grâce à ces composants. Là, un exemple des fichiers de config. Si vous regardez ce qui a été fait, c'est vachement intéressant. Chacun des modules d'Easy Platform a sa propre configuration. Il n'y a plus rien qui est mélangé. Ça a été donc bien fait par le part d'Ibexa et c'est vraiment, vraiment intéressant. Beaucoup plus simple à comprendre. Dans ce qui est, donc on a vu PHP, on a vu Symfony. Dans ce qui est de migration d'Easy Platform, il y a une grosse liste de depreciation et de BC break. C'est normal, il ne faut pas s'en inquiéter. C'était le moment, hein, on passe d'une version majeure, de la 2 à la 3. Donc, c'était le moment de s'affranchir de toutes les dépendances au legacy. Ça a été fait, c'est très bien documenté. Des exemples importants. Il n'y a plus Ascetic. Les Sinai slots ont été supprimés. Il y a beaucoup de renommage, évidemment. Easy Platform disparaît, Easy Publish disparaît au profit de Easy Platform. Donc, faites bien attention, c'est très clair, c'est très documenté. Et donc, voilà, c'est une étape importante à regarder. Chaque fois que vous avez des mentions à Easy Publish dans votre code, ou des services, Easy Publish point quelque chose, il faudra sûrement renommer, trouver le nouveau nom et tout ça, c'est dans la doc. Voilà, donc en conclusion de cette migration, comment réussir cette migration? Eh bien, c'est toujours la même chose. Il faut avoir un moyen d'itérer, mettre en place les automations et ensuite, voilà, nettoyer, migrer le code, tester, réitérer jusqu'à la fin, vous avez fini l'intégralité de votre backlog, votre pipe. Et vous êtes sûr que chaque nouveau développement que vous poussez dans votre projet
ne va pas casser l'application. Parce que, évidemment, hein, le maître mot, c'est bien de migrer, mais si on perd des fonctionnalités ou si on casse des fonctionnalités, ben, l'intérêt de migrer est dégradé, quoi. Donc, l'idée, c'est de vraiment être sûr qu'on ne casse rien. Et ça, il n'y a qu'en itérant et en ayant une CI, on peut y arriver. Voilà, donc la conclusion, itérer encore. Voilà, merci de m'avoir écouté. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, eh bien, c'est le moment. Merci beaucoup Sébastien pour cette présentation. Du coup, on a effectivement une question dans la barre de questions qui est pour Symfony, est-ce qu'on est obligé de passer par la version 3.4 ou est-ce qu'on peut passer de la version 3 vers la version 5 directement? Alors, c'est une bonne question. La version 3.4 est fournie avec Easy Platform. Donc, quand vous avez à voir Easy Platform, vous êtes en Symfony 3.4 de toute façon. Donc, si vous passez de Easy Publish, par contre, qui est en 2.8 et que vous allez directement en 5, en version Symfony 5, donc Easy Platform, alors oui, il faut suivre les étapes. Il faut suivre les étapes. Mais vous n'avez pas besoin, par exemple, de release ça en production en tournant vers la version Symfony 4, en fait. Par contre, il faut suivre les étapes qui disent, voilà, comment on migre de 2.8 vers 3.4, de 3.4 vers 4.4 et de 4.4 vers 5. Oui, il faut suivre toutes les étapes. Très bien. Merci beaucoup pour cette réponse, Sébastien. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Merci beaucoup pour cette présentation détaillée. Sachez que vous pourrez retrouver cette présentation en replay. Vous pourrez donc la revoir sur Ibexa et sur ma chaîne YouTube. Merci à tous d'être venus pour ce webinaire de Novactive et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.